Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Robin Dezo, bienvenue dans cette émission en direct du Parlement européen, présentée par Scanner. Vous le voyez, je ne suis pas très vieux, parce que cette émission est proposée pour les jeunes et par les jeunes, étant donné qu'ici je suis accompagné de deux invités, plus une invitée assez spéciale, vous le verrez par la suite, qui a pour destination de faire comprendre aux jeunes l'importance de leur vote dans la démocratie européenne. Alors le plus important, c'est comprendre quel sujet on peut influencer, car vous le savez peut-être, mais en 2024, vous devrez voter de 16 à plus. Oh là, je recommence là. Car c'est très important, mais en 2024, vous le savez peut-être, beaucoup de personnes devront voter, étant donné qu'on pourra voter à partir de 16 ans en Belgique. Ce qui veut dire qu'il y aura une ronde de primo-votants pour ces élections législatives européennes. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet assez spécial, un sujet très sensible. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez vu nos deux émissions précédentes. On a parlé d'écologie, on a parlé d'emploi. Aujourd'hui, on aborde un sujet très sensible. On va aborder ça avec d'abord Héloïse, qui est ma première invitée. Héloïse, toi, tu vas plutôt faire des jeunes vers les politiques. Toi, tu as un sens comme ça de se dire les jeunes vont pas très bien et tu vas voir comment ici, à l'Europe, au Parlement, on peut résoudre leurs problèmes. Ensuite, je suis aussi accompagné de Corentin. Corentin, comment tu vas? Très bien, merci. Et oui, je n'ai pas demandé à Héloïse comment tu allais. Tu vas bien aussi? Je vais super bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. On est tous contents d'être là pour cette émission un petit peu difficile. Vous allez voir pourquoi. Corentin, toi, tu abordes les choses de manière un petit peu plus complexe, un peu plus technique, étant donné qu'il va des politiques vers les jeunes. Donc toi, tu vas aborder des questions plus pointues, tu vas aller chercher la logique, et donc tu vas faire plutôt ce côté descendant, de voir comment les décisions prises ici au Parlement européen peuvent influencer la routine des jeunes. Je ne suis pas non plus accompagné que d'Héloïse et de Corentin, étant donné que nous avons une invitée assez spéciale. Il s'agit de Saskia Bricmont. Comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, je l'ai dit, qui est assez sensible. Il s'agit de la migration, un sujet que vous connaissez bien. Oui, tout à fait. Je négocie pour mon groupe politique, les Verts au Parlement européen, une partie du pacte asile-migration. Eh bien, écoutez, pour vous présenter, justement, vous avez déjà un petit peu commencé à le faire. On va vous soumettre un petit texte à trous qu'on a soumis à toutes les personnes que nous avons eues dans cette émission. Un texte à trous que vous devez compléter par quelques mots à peine. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors, déjà, première phrase assez simple. Je m'appelle Saskia Bricmont. Au Parlement européen, ma fonction actuelle, c'est... Je suis membre, donc je suis députée européenne et je suis membre de 2 commissions parlementaires. La commission qui s'occupe notamment des questions d'asile, migration, justice, liberté civile, affaires intérieures, et la commission du commerce international, où je travaille pour un commerce équitable. Et je suis député depuis 2019. Mon parti au sein de l'Union européenne, c'est... Je suis élue pour Écolo, parti écologiste francophone belge, Oui. et nous faisons partie de la famille écolo européenne. Et donc, on a un parti vert européen qui s'appelle EGP, European Green Party. On peut quand même le comprendre, mais si je devais résumer son orientation politique, c'est... On se bat pour une planète plus verte, plus juste. Mon parti et moi, nous luttons particulièrement donc pour une planète plus juste, mais plus verte et plus juste, et contre... Contre l'obscurantisme, contre l'extrême droite notamment et les conservatismes qui nous empêchent, enfin qui nous font tourner en rond, qui nous empêchent d'avancer, particulièrement dans les défis qui nous font face, à savoir le dérèglement climatique. On sait que des changements doivent être opérés dans nos modes de consommation, de production, de déplacement. Donc on doit réformer la plupart de nos politiques. Ça se passe au niveau mondial, mais aussi au niveau européen. Et c'est à ça qu'on s'attelle ici au Parlement. La politique agricole pour en faire une politique alimentaire durable et accessible à tous les citoyens. Parce qu'il n'est pas normal, en fait, que, notamment en tant que jeune, on n'ait pas accès à la nourriture bio. C'est le bio, le sain, qui devrait être le moins cher et accessible à tous. Et c'est possible grâce à des politiques publiques. Si là, sur ce plateau, aujourd'hui, on vous permettait de voter une directive, là, ce serait laquelle? Eh bien, cette nuit, nous allons terminer les négociations sur le pacte asile-migration. Et si je pouvais fondamentalement changer une politique européenne, ce serait celle-là. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, elle n'est vraiment pas partie dans le respect des droits fondamentaux des personnes migrantes. Peut-être le spécifier, du coup, c'est cette nuit que ça se passe. En fait, on tourne en décembre, c'est pour ça qu'il y a un sapin de Noël derrière moi, donc pas de souci, il n'y a rien en retard. Et la dernière question que je vais vous poser dans ce texte à trous, qui est fondamentale ici dans le cadre de l'émission, c'est la place de la jeunesse dans la politique européenne, c'est...
La place de la jeunesse dans la politique européenne est fondamentale. Moi, j'essaye, mais je suis un peu plus vieille que vous, de représenter aussi cette voix. En tant qu'élue, nous représentons une partie de la population qui a décidé de voter pour vous. Et donc, je suis la voix des secteurs qui portent la transition écologique, climatique, la transition sociale et la défense des droits fondamentaux. Et il y a énormément d'organisations de jeunesse et de jeunes engagés dans ces matières-là, que ce soit la jeunesse pour le climat, la jeunesse dans différentes associations d'aide aussi aux personnes exilées qui ont besoin d'un accueil dans nos pays, en Belgique et dans les autres États membres. Mais aujourd'hui, les jeunes ne sont pas assez écoutés de manière structurelle par les politiques. Et je voudrais que notre institution et l'ensemble des autres institutions s'ouvrent aux jeunes et les intègrent à des processus délibératifs communs sur les grandes orientations politiques européennes. Par exemple, le pacte asile-migration. Quelle politique migratoire voulons-nous ? Par exemple, la politique alimentaire. Quelle politique alimentaire voulons-nous ? Qu'est-ce qu'on veut dans notre assiette ? C'est pour la jeunesse qu'on fait les politiques, en fait. C'est presque plus pour nous, c'est pour les générations qui nous suivent. Et donc, c'est pour cette raison qu'elles doivent aussi être écoutées et entendues. Mais la transition est donc toute faite. C'est ce qu'on fait ici chez Scanner, c'est d'écouter les jeunes et de leur permettre d'être écoutés aussi, notamment ici au niveau européen, en faisant comprendre sur quels enjeux les jeunes peuvent influencer grâce à leur vote. Alors, on l'a dit, aujourd'hui, on va parler de migration. C'est un sujet qu'on connaît, en même temps qu'on ne connaît pas assez. Corentin, tu as fait tes petites recherches. Tu vas m'aider à comprendre quelques termes pour qu'au fil de l'émission, on puisse utiliser les bons mots avec ce sujet qui est assez compliqué. D'abord, tu vas nous montrer la différence entre un demandeur de protection internationale qu'on appelait avant demandeur d'asile et un réfugié. Tout à fait, Robin. Il est important de définir les termes qu'on va utiliser durant toute cette émission. Alors, la demande d'asile, nouvellement appelée, comme tu l'as très bien expliqué, la demande de protection internationale, c'est une procédure par laquelle un individu demande d'obtenir le statut de réfugié, qui est défini dans la Convention de Genève. Alors, pour l'obtenir, la personne doit remplir certaines conditions, telles que le fait de craindre avec raison d'être persécuté en cas de retour dans son pays, du fait notamment de sa religion, de son orientation sexuelle ou encore de son origine ethnique, réelle ou supposée. Au sein de l'Europe, chaque pays décide d'accéder finalement à la demande de la personne de façon individuelle, tout en respectant les critères normalement repris dans la Convention de Genève. Les réfugiés sont donc les personnes obtenant ce statut, cette protection. Tu as parlé de protection, il y a un terme un peu plus technique qu'on entend un petit peu moins, c'est la protection subsidiaire. Tout à fait. Alors, la protection subsidiaire, qu'est-ce que c'est ? Elle s'adresse aux personnes qui ont fait une demande pour obtenir le statut de réfugié, mais qui ne l'ont pas obtenu, car elles ne remplissaient tout simplement pas les critères pour y avoir droit. Mais on leur offre tout de même une protection, parce que le retour dans leur pays d'origine mettrait leur vie en danger. On pense par exemple à des femmes devant retourner en Afghanistan. Corentin, deux derniers mots. Le mot qu'on entend le plus souvent lorsqu'on entend parler de migration, c'est évidemment le terme migrant et un terme un peu plus précis aussi, transmigrant. Tout à fait, une distinction quand même importante. Alors, de façon concise, les transmigrants, ce sont des personnes qui séjournent momentanément dans un État dans le but de rejoindre un autre pays. On pense par exemple aux personnes attendant dans le Nord-Pas-de-Calais de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Tandis que le terme migrant, c'est un terme un peu générique qui désigne les personnes quittant leur pays pour se retrouver dans un autre État. Alors, dernier petit point, on parlera de sans-papiers. Lorsqu'une personne séjourne, reste dans un pays sans obtenir de titre de séjour, soit faire une demande d'asile ou encore se la voyant refuser. Merci Corentin, je crois que tu nous as bien éclairé sur tous ces termes. Je pense qu'on est prêt maintenant à partir pour cette émission en compagnie de Saskia Bricmont. Mais d'abord, écoutons quelques petits témoignages que Héloïse a été chercher. Donc ici, le principe de cette rubrique est vraiment de partir à la recherche des témoignages des jeunes. Ici, je vais vous lire différents extraits de textes disponibles sur notre site scanner.be. Donc c'est tous des textes qui ont été réalisés en atelier scanner. Mais juste ici, j'ai besoin de vous préciser deux petits mots, parce qu'on va différencier les centres fermés et les foyers pour demandeurs d'asile. Les centres fermés ont pour fonction l'enfermement des personnes en situation de séjour irrégulier. Ces centres détiennent notamment des personnes ne possédant pas les documents nécessaires pour accéder au territoire. Le but de cette détention est de pouvoir permettre l'expulsion de ces personnes vers leur pays d'origine. Tandis que les foyers pour demandeurs d'asile, eux, sont des hébergements dans lesquels les demandeurs d'asile peuvent rester durant l'examen de leur demande. Donc ici, je vais vraiment vous lire quelques petits témoignages et après on pourra en discuter ensemble. Après avoir suivi plusieurs récits de personnes en situation de migration, Clara, 15 ans, exprime « Ce qui m'a le plus choqué dans les témoignages, ce sont les centres fermés. Ça m'a choqué, car ce qu'on montre sur les réseaux, dans les médias, est totalement différent de la réalité. » Ensuite, une jeune qui souhaite taire son nom témoigne. « L'an dernier, j'ai réalisé un stage dans un foyer pour demandeurs d'asile.
pour ma 5e secondaire. Et j'ai été très surprise et choquée de voir dans quelles conditions vivaient ces personnes. Ce qui m'avait choquée, c'était de voir des personnes comme moi, dans des conditions... je recommence. Ce qui m'avait choquée, c'est de voir des personnes comme moi, dans un centre avec d'autres personnes qu'ils ne connaissaient pas, dans des toutes petites chambres, sans papier, et sans la possibilité de pouvoir travailler ou de communiquer, puisque la langue n'était pas la même. Ça m'avait vraiment brisé le cœur de voir qu'ils avaient tout perdu, et qu'ils devaient encore vivre dans cet endroit lugubre, en attendant d'avoir une réponse du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, sans être sûrs d'être acceptés. Donc après avoir entendu ces premiers extraits de texte, ces premiers témoignages et ressentis, peut-être une première réaction globale? Oui, c'est le même choc qui fait que je suis mobilisée politiquement sur ces questions-là. Depuis 2015, on vit des situations aussi en Belgique où beaucoup de personnes sont laissées sur le carreau parce que les pouvoirs publics en fait ne font pas ce qui doit être fait en matière d'accueil. Et donc ils sont en violation avec le droit international, aussi avec le droit belge. La Belgique a été condamnée à plusieurs reprises dans le cadre du non-traitement de l'accueil des personnes migrantes, aussi des migrants en transit, puisqu'ils sont en transit sur notre territoire, mais il n'est pas normal de laisser des personnes en errance vivre au mieux sous une tente, au pire à la belle étoile, et dans des conditions inhumaines. Ce n'est pas digne de nos États de droit et de nos démocraties. Et donc il y a à la fois la gestion au sein de nos États membres, et à la fois la question au niveau européen qui doit être appréhendée. C'est ce que j'essaye de faire ici. Et pour moi, il est tout à fait anormal, dans des démocraties, d'enfermer des gens qui n'ont commis aucun crime. Ce sont des personnes qui, en fait, cherchent un avenir meilleur et qui pensent qu'ils vont le trouver en Europe ou au Royaume-Uni s'ils traversent la Manche, s'ils y arrivent. Mais les personnes qui décident à un moment donné, pour une raison sociale, économique, environnementale de plus en plus aussi, des réfugiés climatiques, ou conflictuels, de guerre, ou de minorités ethniques qui seraient menacées dans son pays, de quitter son pays, c'est rarement un choix délibéré, volontaire, d'avoir envie de voyager. C'est plutôt contraint. Il y a beaucoup de réfugiés, pour la grande majorité, ils sont des déplacés internes, donc régionaux, dans les pays africains notamment. Et ce n'est finalement qu'une minorité qui décide d'entamer la dangereuse route migratoire vers l'Union européenne. Quand ils arrivent à traverser la Méditerranée, c'est un ensemble d'autres obstacles auxquels ils sont confrontés, plutôt que de la bienveillance et de voir, voilà, on analyse votre dossier, est-ce que vous répondez ou non aux critères? Au pire des cas, ils n'y répondent pas, eh bien, on peut envisager avec elle son retour et l'accompagnement, pourquoi pas, dans le pays d'origine. On peut imaginer des politiques tout à fait humaines et positives autour des questions de migration, plutôt que de les mettre dans des conditions en fait, d'illégalité de facto. Mais justement, sur ces centres fermés, concrètement, l'Union européenne, elle joue quel rôle? Est-ce qu'il y a des analyses qui peuvent être faites de ces centres fermés? Est-ce qu'il y a des lois concrètes sur ces centres fermés? Parce que même si on regarde plus particulièrement en Belgique, on sait qu'on a 630 places dans ces centres pour une estimation de 130 000 personnes sans papier sur le sol belge. Donc déjà là, on se rend compte qu'il y a un problème et que ça n'empêche pas les flux migratoires au final, ces centres fermés. Donc que faire concrètement? Eh bien, les centres fermés, en principe, n'accueillent que des personnes qui se sont vues refuser l'accès au territoire, et donc qui ont été déboutées finalement de cette procédure de demande d'asile pour éviter qu'elles ne deviennent irrégulières et sans papier sur le territoire belge. C'est un peu ça la philosophie du centre fermé. Pour moi, particulièrement quand ça implique des enfants, il faudrait pas enfermer des gens, il faudrait une autre approche non criminalisante des personnes. Ce n'est pas une compétence européenne, c'est une compétence qui est laissée à l'appréciation des États membres, tout comme les conditions de détention dans les prisons, qui sont une compétence nationale et pas du tout de l'Union européenne. Moi, je voudrais qu'on travaille à minima à une harmonisation des standards européens en matière de conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté, y compris les centres fermés, comme on en a à Votem et ailleurs en Belgique. Parce que, effectivement, les conditions, je ne sais pas si on peut dire de vie ou de survie dans ces centres, ne sont pas à nouveau dignes de nos états de droit, de nos démocraties. Et puis, il y a déjà plein d'alternatives qui ont été proposées, notamment pour les familles, de faire en sorte de les accueillir plutôt dans des structures familiales, qui sont child-friendly, plutôt que de les faire évoluer derrière des barbelés et sans possibilité de sortie. Et donc,
il y a lieu, un, d'améliorer l'existant, mais deux, de revoir fondamentalement la manière dont on appréhende dans nos États membres et au niveau européen le phénomène migratoire. Et en arrêtant de réfléchir à ça comme une forme de management d'une politique, mais qu'on en revienne aux personnes et qu'on considère chaque personne pour ce qu'elle est, une personne humaine avant tout, et de voir avec elle qu'elle est la suite de son parcours de vie qui peut être envisagé en Europe ou ailleurs. Et du coup, pareillement pour les centres d'accueil, alors qu'on est censé accueillir ces personnes, on peut voir que dans les faits, les conditions restent fort compliquées. Est-ce que ça, l'Union européenne pourrait aussi investir dedans ? Bien sûr. Et donc, malheureusement, j'ai envie de dire que la politique européenne aujourd'hui se dirige dans la direction inverse des témoignages et de ce qu'on discute ici, puisque les négociations qui se finalisent vont en fait légaliser les pratiques actuelles, qui ne sont pas toujours légales, de détention des personnes migrantes, même dans le cadre des procédures. Donc, de facto, aux frontières, les personnes pourraient, dans la majorité des cas, être privées de liberté dans l'attente du traitement de leur dossier. Ça inclut les enfants. Et on va de plus en plus dans un système où les personnes vont être fichées et triées en fonction de leur origine, en fonction d'autres données les concernant, et pas nécessairement en fonction de la raison de leur exil. Et donc c'est contraire. L'évolution des choses va dans le sens inverse du droit, et du droit d'asile qui est déterminé par des conventions internationales auxquelles l'Union européenne a adhéré. Et donc là, voilà, je suis désolée, j'ai le malheur de dire que l'Union européenne ne va pas du tout dans la bonne direction en matière de politique d'asile et de migration, ne va pas régler les problématiques telles qu'on les vit actuellement en Belgique, de crise de l'accueil, puisque une des problématiques, c'est l'absence de solidarité entre les États membres, à savoir que chacun prend un peu X demandeurs d'asile dans son pays et traite les dossiers en fonction de critères objectifs et légaux. Les États se rejettent la balle et ne veulent pas assumer cette responsabilité, même si ça représente pas des milliers de personnes par État membre. Donc c'est ça qui est dingue, c'est qu'on parle souvent de flux migratoires, on a des propos assez sécuritaires, mais voilà, chaque commune belge, en l'état aujourd'hui en Belgique, pour chaque commune belge, ce serait plus ou moins 5 personnes. Donc ça semble faisable, hein, ça semble quelque chose qui est jouable, mais il n'y a pas de consensus politique pour aller dans cette direction-là. Et donc les politiques actuelles vont juste renforcer les logiques sécuritaires d'enfermement, ne vont pas permettre de raccourcir les procédures, parce que c'est un des enjeux, c'est d'éviter que les gens restent longtemps dans des centres fermés ou ouverts, puisque du coup, ça complique les choses en termes d'accès à l'emploi. Ça, on en parlera par la d'accord, je vais trop vite. Non, pas de souci, pas de souci. Mais ça touche à beaucoup d'enjeux. Et donc, effectivement, si la politique au niveau européen était une approche sur base de critères légaux de régularisation, d'accueil des personnes et de tout de suite les intégrer dans les politiques de logement, d'emploi, d'accès à la sécurité sociale et donc aux soins de santé, et d'éviter de les faire tomber dans l'irrégularité en ayant des centaines de milliers de sans-papiers, qui du coup sont des personnes sans droit. Sans-papiers, c'est sans droit. En Belgique, on ne vit pas sans carte d'identité. On n'a pas accès à la sécu, on n'a pas accès aux soins de santé, on n'a pas accès à toute une série de dispositifs et de droits, ce qui met les personnes sans-papiers en situation très très difficile. Et en plus, le système, la Belgique, profite de cette situation. Et on aura le temps de discuter de tout ça aussi dans le reste de l'émission. Et Louise, tu viens de nous partager quelques témoignages des jeunes. Et après les témoignages, comme dans les 2 émissions précédentes que vous pouvez retrouver sur notre chaîne justement, c'est à Corentin de prendre aussi un témoignage d'une déclaration publique. Tout à fait. Alors Saskia Bricmont, eh bien, pour cette rubrique, on a l'habitude de lire une déclaration d'une personnalité publique, qu'elle soit politique ou non, afin de connaître l'avis de notre invité sur le sujet. Alors pour cette 3e émission sur le thème de la migration, ce sera une déclaration de Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po, et de Naja Vallaud-Belkacem, présidente de l'association France Terre d'Asile. Ensemble, ils nous parlent de l'évolution des flux migratoires. Alors la déclaration peut se lire comme suit. La mondialisation des êtres humains, c'est dire que la migration, jadis exceptionnelle, voire transgressive, devient peu à peu l'avenir du monde. Là où la sédentarité, la fixité, l'enfermement prennent lentement mais sûrement les formes du passé pour incarner à leur tour l'exception de demain.
Tout reste à faire pour concevoir ce temps de mondialisation des êtres humains, nous qui avons su sans trop de peine concevoir celle des marchandises. Alors Saskia Bricmont, ma première question est relativement simple. Outre le fait de vous demander votre première réaction, est-ce que vous aussi vous pensez que la sédentarité, c'est l'objet du passé, ça deviendra l'exception de demain? Bien sûr, tout contribue au mouvement des personnes. Et c'est évident que dans un contexte, en plus de dérèglement climatique, aux guerres, aux conflits, aux problèmes économiques auxquels sont confrontés la plupart des pays du Sud et dont sont originaires les personnes migrantes, il y a aussi des enjeux liés aux inondations, aux sécheresses, aux problématiques liées à l'absence de rendement agricole, et donc des gens qui vont fuir leur région, leur pays, pour des raisons purement alimentaires et derrière aussi économiques. Et donc, les défis vont croissant, et donc on est dans un système mondialisé, et c'est vrai qu'on a tendance à voir les marchés, l'Union européenne aussi s'est construite sur base d'un marché commun, et puis de libre circulation des personnes, mais la libre circulation des droits fondamentaux n'a pas suivi, et ça doit effectivement changer, mais au niveau international aussi. Et donc la sédentarité, ce sera effectivement l'exception de demain d'après vous. Mais quand on lit cette déclaration, on a parfois l'impression, là même si c'est qu'un extrait de la carte blanche, qu'il y a parfois une certaine colère des acteurs de terrain. Est-ce qu'aujourd'hui justement, entre guillemets, les experts de la question migratoire, ils sont suffisamment écoutés lors des prises de décision politiques de l'Union européenne? Est-ce qu'il y a une écoute des acteurs de terrain? Eh bien, en tout cas, il n'y a pas d'écoute politique des acteurs progressistes. Depuis ce qu'on a appelé la crise migratoire de 2015 au niveau européen, et particulièrement aussi un contexte d'attentats, particulièrement depuis 2001 aux États-Unis et les attentats qui ont aussi suivi en Europe en 2015-2016. Il y a un contexte de sécurisation, et là où l'extrême droite a largement contribué à une espèce de contagion culturelle nauséabonde, c'est d'assimiler la personne migrante au danger, à la sécurité, au terrorisme. Et c'est un biais dans lequel, malheureusement, trop de partis dits démocratiques sont aussi entrés. Et ils ont, de cette manière, repris, normalisé le discours de l'extrême droite raciste, qui a fait du migrant, en fait, non pas quelqu'un à accueillir ou une vision positive de contribution économique, sociale, culturelle à nos sociétés, mais quelqu'un à bannir. Et c'est comme ça que, petit à petit, s'est construite l'Europe forteresse, et d'ériger des murs à nos frontières qui font les morts en Méditerranée, qui créent à chaque fois un émoi, à chaque annonce, et je dirais que c'est quotidien, les naufrages en Méditerranée. Il y a eu beaucoup de réactions politiques, médiatiques, de journalistes qui ont fait des éditos en disant maintenant ça suffit. Ça suffit, cette politique migratoire meurtrière qui a fait de la Méditerranée un cimetière à ciel ouvert. Mais effectivement, est-ce que les lignes politiques pour autant bougent dans la bonne direction? Eh bien non, j'insiste, malheureusement non. La plupart des discussions politiques que l'on a ici vont vers le renforcement de cette Europe forteresse et la légalisation de pratiques illégales de détention des mineurs, notamment de pushback, donc de refoulement des migrants à nos frontières, alors que c'est aussi une pratique illégale, puisque le droit d'asile est un droit de chaque individu de demander l'asile, d'introduire une demande. Ce droit n'est pas respecté. Et au nom d'une certaine opinion publique, et je questionne ça, une majorité des groupes politiques, pourtant dits démocrates et progressistes, s'alignent sur une politique sécuritaire qui émane au départ de cette extrême droite. Et ça, c'est dangereux. Dangereux pour nos démocraties, dangereux pour le vivre ensemble aussi. Et cette stigmatisation des personnes d'origine étrangère dans une case sécurité et terrorisme est pour moi une évolution sociétale qu'il faut dénoncer. Et j'entends autour de moi, et c'est ce qui m'encourage à poursuivre ce combat aussi, que beaucoup de jeunes et beaucoup d'acteurs de terrain veulent une politique plus accueillante et solidaire et humaniste au niveau européen. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à se battre sur le plan politique, même si on est bien seul. On le sait, on le voit, du coup, c'est vraiment pas un sujet qui est très marrant. Non. Héloïse, tu as été chercher un jeune, tu as été interviewé, si on peut appeler ça. Normalement, on fait un micro-trottoir, mais ici, je pense que tu as gardé son témoignage à lui, car il était très intéressant. Oui, donc lors d'un atelier d'écriture scanner, justement à Bruxelles, j'ai rencontré Abdoulaye, 22 ans. Donc il va se présenter et vous poser 2 questions concernant la régularisation. Bonjour, chers parlementaires.
Abdoulaye, 22 ans. Je suis un jeune venu de la Guinée-Conakry. Je suis en Belgique depuis 2016. J'ai vécu plusieurs épisodes, notamment par rapport à ma régularisation, et j'aurais 2 questions principales à vous poser. La première, c'est de savoir, pour un jeune qui vient ici en Europe ou en Belgique, quelle solution pour le permettre d'avoir notamment des procédures beaucoup plus rapides. Quelquefois, quand on vient, on reste plus de 2-3 années et par la suite, on a une réponse négative de l'État belge. Quelle solution pour permettre à ce jeune, s'il n'y a pas possibilité d'être régularisé ici en Europe, quels seraient vos conseils, vos solutions pour ne pas faire durer la procédure? Et la seconde, souvent, on a tendance à penser que les jeunes immigrés qui viennent, ce sont des gens qui ont envie, ce sont des fainéants qui n'ont pas envie de bouger. Mais quelquefois, quand on n'est pas régularisé, on ne sait ni travailler ni aller à l'école. Quelle solution l'Union européenne ou l'État belge met en place, notamment pour ces jeunes qui aimeraient quand même, sans titre de séjour, pouvoir étudier ou travailler? Je vous remercie. Ici, vous l'avez entendu, hein, et c'est toujours touchant de voir quelqu'un qui est dans cette situation-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Qu'est-ce que l'Europe peut faire pour faire en sorte que la régularisation des papiers soit plus rapide? Il faut accélérer les procédures, et ça, c'est une demande qu'on adresse au gouvernement belge depuis de nombreuses années aussi. Voilà, j'ai des collègues au Parlement fédéral qui travaillent sur ces questions-là. On a un ensemble de propositions pour permettre de A à Z de faciliter, améliorer le parcours des personnes qui sont dans la procédure de demande d'asile et de régularisation. Donc accélérer les procédures, parce qu'effectivement, quand on voit la durée durant laquelle ces personnes sont en fait sans solution et sont obligées de rester dans un centre d'accueil, avec des contraintes énormes en matière notamment d'accès à l'emploi, ils sont obligés, enfin voilà, c'est très limité en fait. Ils n'ont pas de papier leur permettant vraiment d'accéder, par exemple, à un CDI. Et donc on entretient en fait ces personnes dans des situations ultra précaires, d'une part. D'autre part, quand j'entends Abdullah, et c'est le cas de nombreux autres, j'ai organisé la projection de documentaires sur le parcours de jeunes migrants depuis leur pays d'origine pour essayer de rejoindre l'Union européenne. Certains ont quitté leur pays 5 ans auparavant. Ils étaient mineurs, ils étaient très jeunes quand ils ont décidé de partir. Souvent en espérant pouvoir aussi trouver rapidement du travail, envoyer de l'argent à leur famille, rester sur place, faire en sorte que leur famille puisse les rejoindre aussi et essayer de vivre une autre vie. Mais en fait, quand ils arrivent en Europe, après plein d'obstacles, d'énormes violences aussi de la part des forces de police européennes, des agents des douanes au niveau européen, et là aussi, il y a la question du respect des droits de ces personnes. Ce sont des gens, ce sont des êtres humains qui ont déjà eu un parcours hyper difficile, hyper violent. Souvent des mineurs non accompagnés. Or, les enfants ont aussi des droits d'être accompagnés pendant les procédures. Donc, les enfants devraient être parrainés, en fait, dans le système d'asile européen, pour que des enfants, des jeunes comme Abdullah soient accompagnés par des personnes qui connaissent leurs droits, qui sachent les aider dans leur démarche, etc. Accélérer les procédures pour faire en sorte que ces personnes ne restent pas en attente comme ça pendant des années, permettre l'accès au marché du travail aussi, et de prévoir des parcours de retour si effectivement à un moment donné la décision devait être négative, mais sans laisser les personnes en errance, en attente, dans des situations précaires. Que la réponse soit ensuite positive ou négative, ils n'ont pas de perspective. Et si derrière la perspective c'est la clandestinité, la non-régularisation, et donc de se retrouver sans papier, eh bien, ce sont des personnes qui contribuent à la sécurité sociale en Belgique via le travail qu'elles font. Et c'est là aussi, je pense, qu'il faut conscientiser tout le monde, les Belges. Ce sont des personnes qui, très souvent, font nos ménages, font les jobs on va y venir dont personne ne veut. Okay. Justement, Héloïse, tu vas garder la parole car tu as un sujet, une situation bien précise à proposer à Saskia Bricmont, comme à chaque fois, une situation. Ici, tu vas parler des femmes sans papier qui exercent des métiers.
Donc vous avez fait le pont et donc on va parler ici des femmes sans papier qui exercent des métiers du domaine du soin, donc tels que l'aide aux personnes âgées, la garde d'enfants ou encore dans le domaine du nettoyage. On peut se demander comment ces femmes sans papier se retrouvent à travailler dans ces secteurs. En fait, la réponse est simple. En Europe, on a une demande grandissante. On a une demande d'aide pour les personnes âgées et une demande de garde d'enfants qui ne cesse de grandir. Et on a ces femmes sans papier qui n'ont d'autres moyens pour subvenir à leurs besoins que de travailler dans ces secteurs. Or, ces femmes peuvent se retrouver à travailler 10 à 12 heures par jour, les week-ends compris, dans des conditions parfois déplorables. Et elles ne bénéficient donc d'aucun droit lié au travail. Et n'ont donc aucune protection en cas de problème lié à celui-ci, tels que les violations patronales, la perte d'emploi, le non-respect des conditions de travail établies. Et donc, la première question générale, est-ce que l'Europe a conscience de cette problématique? Et si oui, qu'est-ce qu'elle met en place? L'Europe a totalement conscience, enfin tout le monde a conscience de cette problématique, si ce n'est que très peu s'y attaquent en fait. Et c'est d'un cynisme et d'une hypocrisie sans nom, parce qu'effectivement ce sont des personnes qui pour la plupart contribuent à notre système, à notre bien-être collectif. Et la société ne reconnaît pas en fait cette contribution au système. Donc c'est déjà hyper hypocrite comme situation. On entretient des personnes qui en plus pour la plupart sont à notre service, dans des conditions de vie déplorables. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit, elles n'ont pas accès aux services essentiels en Belgique et dans les autres pays, dans les autres États membres. Mais en plus, effectivement, quand elles sont abusées par leur employeur, invisibilisées aussi largement parce qu'elles travaillent souvent dans des sphères privées, en gardant des enfants de manière totalement informelles, elles n'ont aucune voie de recours en cas de non-paiement des salaires, de violence, d'exploitation ou autre. Et donc, on est en 2023 quand même. On se dit qu'à l'heure actuelle, tous les moyens, on les a en main pour répondre à cette problématique. Pour nous, très clairement, écolo, on demande la régularisation de tous les sans-papiers. C'est une revendication qui n'a pas de A, de B. C'est la régularisation des sans-papiers, point. Du coup, cette régularisation pourrait être vraiment un levier pour que ces personnes puissent du coup être reconnues. Et justement, s'il y a des problèmes au niveau de leur travail, tels que des violences patronales, elles pourraient aller porter plainte sans avoir la peur de se retrouver en centre fermé et d'être expulsées. Tout à fait. Donc votre parti prône la régularisation pour tous. La régularisation pour tous, pour régulariser leur situation et mettre fin aussi à l'exploitation dont ces personnes sont les victimes, parce que c'est un système qui s'entretient. Quelque part, c'est une reconnaissance officielle d'un travail au noir et d'exploitation de personnes. Et si ça n'existait pas, elles seraient encore dans des situations encore plus démunies, puisqu'elles n'auraient pas accès à ce type d'emploi. Mais emploi égale droit. On est dans un système démocratique, un état de droit dans lequel il y a des règles et les employeurs aussi ont des obligations à respecter. Le plus cynique, c'est quand c'est des personnes qui sont au service de députés qui travaillent dans cette assemblée et qui refusent de changer la situation dont ils profitent, voire qu'ils exploitent. On va continuer avec Corentin. D'habitude, j'explique la rubrique qui suit sous forme d'un jeu, mais je pense que le jeu ne se prête pas vraiment à la situation de ce dont on parle. Corentin appelons ça l'épreuve du oui-non. Vous avez sûrement joué au ni oui ni non lorsque vous étiez petite. Ici, c'est complètement l'inverse. Effectivement, ce n'est pas vraiment un jeu, c'est plutôt une tentative d'essayer de répondre à une quinzaine de questions que par oui ou par non. Alors vu qu'on est quand même généreux, on vous donne un joker, vous pouvez utiliser bien qu'une seule fois. Vous avez donc une quinzaine de questions, plus ou moins 2 minutes, donc normalement pas de stress, même si on fera attention à vos réponses, tout comme au timer. Vous êtes prête? Je suis prête. C'est parti. Endosser le rôle de députée européenne a toujours été un objectif pour vous? Non. Voudriez-vous incarner une autre fonction au sein de l'Europe? Oui. Cette génération, les primo-votants, est-elle suffisamment armée pour faire face aux défis qui l'attendent? Oui. L'Europe devrait avoir plus de pouvoir sur les pays membres? Oui. L'Europe devrait-elle accepter plus facilement de nouveaux pays en son sein? Ni oui ni non. Joker? Plus facilement, c'est le plus facilement qui me chipote. Donc pour oui, je peux pas répondre. Non, on va dire Joker, on part sur Joker. Joker. L'Europe est suffisamment en phase avec ses valeurs et objectifs tels que la tolérance, la solidarité et l'égalité? Non. Le Parlement de l'Union européenne devrait avoir seul l'initiative législative et non la Commission européenne? Oui. Le Parlement européen compte-t-il trop de députés?
Ni oui ni non. Oui, Allez, je ne peux pas avoir de deuxième joker, je vous l'accorde, Oui. allez. L'Europe était suffisamment à l'écoute de ses citoyens. Non, L'Europe promettait à celle les droits humains lors de ses prises de décision politiques. non, L'Europe devrait renforcer le contrôle à ses frontières. non. Il faudrait accueillir davantage de migrants venant de pays hors Europe. Oui, Plus que 3 questions. Il faut contraindre certains pays de l'Union européenne à accueillir des réfugiés ou des migrants. oui, L'extrême droite représente un danger pour l'Union européenne. oui, Et enfin, l'avenir de l'Europe ne peut se dessiner qu'avec l'immigration. oui. Je sais que c'est tentant de vouloir s'exprimer normalement. Ça y est, maintenant, vous pouvez recommencer à vous exprimer comme vous le voulez et à répondre à nos questions de manière complète, comme vous le faites depuis le début. Ici, Corentin, tu vas garder la parole puisque tu vas un peu rentrer dans la politique et t'amuser avec la logique et les contradictions. Tout à fait, Saskia Bricmont, vous restez avec moi pour une deuxième rubrique qui s'appelle contradiction ou logique implicite. Alors c'est très simple, je vais vous poser différentes questions allant du fonctionnement même de l'Union européenne à la thématique du jour qui est, pour le rappeler, la migration. Ces questions que l'on pourrait qualifier de questions de fond, elles ont une particularité. Elles semblent contenir des éléments contradictoires ou du moins plus difficilement explicables. En résumé, je vous mets face à des dualités apparentes ou non afin de connaître votre avis sur le sujet. Alors ça paraît complexe, mais on va exemplifier ça directement avec une question. Je tiens juste à préciser bien que les questions sont relativement longues afin que tout le monde ait compris sur ce plateau puisse comprendre bien le contexte ainsi que l'enjeu qui relève de la question. Alors, n'est-il pas contradictoire de passer un accord migratoire avec la Turquie, accord renouvelé en 2021, qui a pour objet bien la garde, voire le renvoi de migrants en Turquie, tout en mettant en avant les objectifs de l'Union européenne, qui a notamment pour but de contribuer à la solidarité, à la paix entre les peuples, et a pour valeur notamment la dignité humaine et la solidarité. Alors ces objectifs et ces valeurs sont consacrés dans le traité de Lisbonne ainsi que dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc Saskia Bricmont, est-ce que c'est pas un peu contradictoire de passer un accord migratoire avec la Turquie, disons discutable d'après certains experts en tout cas, et en même temps afficher des valeurs nobles et tout à fait louables? C'est contradictoire, c'est cynique, c'est dégueulasse de conclure un accord avec un pays qui ne va pas respecter d'abord les droits des migrants, puisque la Turquie et d'autres pays tiers avec lesquels l'Union européenne conclut des accords de retour ne respectent pas, encore moins que l'Union européenne, je dirais, les droits des migrants, en abusent, en fait des esclaves sur le marché du travail, voire les tortures. C'est le cas notamment de la Libye. Or, l'Union européenne a cette politique d'externalisation de sa politique migratoire vers des pays tiers. Donc, ce qu'elle ne veut pas gérer elle-même, en fait, et ça va dans la logique de l'Europe forteresse, elle négocie avec des États tiers, en échange d'autres politiques, en échange d'argent, le fait de gérer ces flux migratoires pour éviter que les migrants ne rejoignent le territoire de l'Union européenne, même si c'est pour violer leurs droits. Et donc effectivement, il y a une certaine hypocrisie, on pourrait dire, entre les valeurs et la politique concrète. Alors deuxième question, on va assez vite parce que les questions sont importantes et il faut bien les traiter. Alors on le sait, depuis la guerre en Ukraine, l'Europe a mis en place un mécanisme de solidarité, un mécanisme de protection temporaire pour les Ukrainiens. Il se traduit par l'obtention d'un titre de séjour, de l'accès au marché du travail, encore de l'accès au système de soins de santé pour tous les Ukrainiens sur seule preuve de leur nationalité ukrainienne. Alors ce système il n'a jamais été mis en place pour d'autres mouvements migratoires tels que la crise syrienne en 2015. Alors on voit donc qu'il y a une différence de traitement entre l'accueil des migrants ukrainiens et ceux provenant par exemple du Moyen-Orient. Est-ce que justement, Saskia Bricmont, est-ce qu'on peut dire que c'est l'expression d'un favoritisme ou du moins d'une position claire de l'Union européenne concernant le type de migration qu'elle veut? C'est clair. C'est clair, et je me réjouis de l'activation de la directive protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens. C'était absolument nécessaire que l'Union européenne active ce mécanisme qui existe en fait légalement depuis une bonne dizaine d'années, mais qui n'avait jamais été activé. Et ça montre bien que ça marche. Ça montre bien qu'une autre politique d'accueil est possible et que quand on veut, on peut. Et tous les États membres, ou presque, ont pris leur part et ont décidé de contribuer. Et pourtant, ce sont des millions de réfugiés qui sont arrivés d'un seul coup. Donc on peut là parler de flux liés à la guerre. Et ça fonctionne. Et donc la question, c'est pourquoi pas, dans le cas des réfugiés syriens, afghans et d'autres situations aussi de guerre et de conflits armés, pourquoi pas aussi pour les réfugiés palestiniens qui fouillent Gaza aujourd'hui et qui n'ont pas d'endroit où aller. Et donc la question de la solidarité se pose et ce mécanisme existe. Donc quand on veut politiquement,
On peut. On va juste parler une dernière fois de solidarité parce que vous le savez peut-être, mais l'arrivée des migrants en Europe est mal répartie. La plupart arrivent sur le sol grec, maltais ou encore italien. Alors depuis 2015, eh bien, l'Europe elle a bien tenté de remédier au problème en entre guillemets, eh bien, répartissant les demandeurs d'asile entre les pays membres, mais sans grand succès. Cette problématique reste donc au cœur des débats, notamment avec le nouveau pacte sur la migration et l'asile qui est conclu eh bien, quasi incessamment sous peu pour maximum courant début 2024. Alors ce pacte migratoire, outre le fait eh bien, de durcir les politiques migratoires, eh bien, il laisse transparaître un principe qui est le principe d'accueil volontaire. Autrement dit, eh bien, chaque pays pourrait choisir librement de relocaliser entre guillemets, des migrants sur son sol ou non. Et dans le même temps, eh bien, cet accueil disproportionné des migrants en Europe fait l'affaire des partis d'extrême droite. Alors, Saskia Bricmont, est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe elle peut encore lutter contre les partis d'extrême droite, comme celui en Italie par exemple, tout en eh bien, laissant un principe d'accueil libre, tout en laissant un accueil disproportionné au sein de l'Europe? Bien non. Et malheureusement, le pacte migratoire tel qu'il va être conclu va être présenté comme une victoire politique européenne pour solutionner les crises d'accueil et le fait que, selon le critère de Dublin, donc le pays de première entrée dans le territoire européen, est le pays qui doit traiter la demande. Et c'est ce qui fait cet engorgement, en fait, dans les pays comme la Grèce, l'Italie ou aussi la Croatie, dont on parle beaucoup moins, mais où arrivent finalement les personnes de l'extérieur de l'Union européenne. Et le pacte va juste renforcer les procédures aux frontières en autorisant l'enfermement, par exemple, va renforcer en fait les pratiques actuelles de nos États membres et notamment ne pas imposer une solidarité obligatoire. Et donc, si à un moment donné, on n'a pas une répartition à 27 des personnes qui arrivent sur le territoire européen, eh bien, on reste avec le même problème que Dublin. Donc, on ne va plus avoir Dublin nommément dans le texte, mais on va avoir un mécanisme tout à fait similaire qui ne va pas régler le problème qui existe aujourd'hui à nos frontières. Et donc, c'est tout le paradoxe de ces négociations qui ont été bloquées pendant 10 ans et qui se débloquent maintenant. On légalise des pratiques telles qu'elles existent aujourd'hui, malheureusement, et elles ne vont pas solutionner les problèmes liés aux migrations, au risque, une fois encore, de renforcer l'extrême droite, effectivement. Merci Corentin d'avoir fouillé. Et tu as bien fouillé car tu en as trouvé des paradoxes. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Alors c'était un sujet compliqué, on a eu beaucoup d'informations et on a l'habitude de terminer un peu plus en douceur, même si c'est quand même compliqué, vous allez voir, mais avec Héloïse qui nous lit quelques lignes pour clôturer l'émission. Ici, je vais vous lire un extrait d'un texte encore disponible sur notre site scanner.be. C'est le texte d'Emma qui est intitulé « Ce n'est qu'un au revoir ». Selon le projet des migrants disparus de l'Organisation internationale pour la migration, au moins 55 980 migrants ont perdu la vie depuis 2014. Dont au moins 21 224 par la traversée de la Méditerranée centrale. On estime à 23 380 le nombre de dépouilles non retrouvées depuis cette date. Une très grande majorité des décès, 21 510 morts, sont la cause de noyades survenues au cours du parcours migratoire. Et depuis le début de l'année 2023, on évalue à 1855 le nombre de décès et disparitions survenues de par la migration. Alors, agissons. Ne soyons plus insensibles à cette situation dramatique, coûtant la vie à de nombreuses personnes, pour qui la migration est souvent une nécessité. Réglementons humainement la politique migratoire, de sorte à faire un pas vers l'autre, en lui évitant de devoir choisir entre perdre la vie chez lui ou la perdre en essayant de la sauver ici. Effectivement, très peu de douceur dans un texte aussi poignant. Un dernier mot peut-être sur ce texte ? Ce texte donne de l'espoir parce que, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de personnes à penser comme Emma, comme Abdullah, comme d'autres témoignages que vous avez recueillis, comme vous. J'ai l'impression, avec les questions que vous m'avez posées aujourd'hui et la manière de poser les termes du débat. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut un débat public autour de ces enjeux. Je pense qu'une majorité de l'opinion publique européenne est opposée à ce qui se passe, notamment en Méditerranée et à nos frontières, et qu'il y a moyen d'avoir une politique beaucoup plus humaine que celle qu'on mène aujourd'hui. Merci beaucoup, Saskia Bricmont, d'avoir participé à notre émission. Ça vous a plu de participer à une émission faite par des têtes un petit peu plus jeunes que ce que vous voyez, je pense, d'habitude? Ça m'a beaucoup plu, non seulement cet aspect-là, l'aspect aussi interactif, et puis de pouvoir aller dans le fond du sujet plutôt que quelque chose qui pourrait faire le buzz, mais qui ne rentre pas dans le fond du sujet.
Non, on essaie Merci d'être pour ça. complet. On essaie d'être complet pour avoir le plus d'informations possible, car il est important que vous compreniez vraiment pourquoi votre vote est super important. Vous pouvez influencer l'avenir, votre avenir, l'avenir de l'Europe et aussi l'avenir, on l'a dit, de millions et de millions de personnes, rien qu'en allant voter. Donc n'oubliez pas de le faire. Vous pouvez voter à partir de 16 ans, à partir de 2024. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Pour votre fidélité, si vous avez déjà vu les 2 premières, si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite donc à aller sur notre chaîne pour les suivre. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. On a normalement tout, c'est scan-r.be ou sur notre site internet où vous pouvez retrouver la radio, les podcasts, les textes que nous faisons, les événements, les ateliers. On fait beaucoup de choses. Je vous invite à aller voir cela et on se retrouve du coup le mois prochain pour avoir un autre invité sur un autre sujet. On se voit ce jour-là, à dans un mois. Merci beaucoup et à très bientôt.